Donc, j'appelle cette présentation aussi avec le sous-titre Responsive Storytelling. Je pense que certains d'entre vous savent ce qu'on entend par responsive, le responsive design, qui est le fait d'adapter en fait un support mobile, une application mobile, les contenus, le design, pour que ce soit totalement transparent et automatique. Alors, j'ai transposé ça à la narration. Comment est-ce que la narration peut s'adapter d'une manière responsive, automatique, au contexte d'un utilisateur. Sachant qu'aujourd'hui, on n'est pas que dans les salles de cinéma pour voir des films, pour interagir avec des images, mais aussi en mobilité, dans le tram, à pied, à la maison, etc. Et que d'une certaine manière, l'image, non pas le nombre de pixels, la définition, mais le montage, l'histoire, l'expérience, le vécu, les sensations, puisse s'adapter au contexte de l'utilisateur. Comment on peut y arriver? C'est un peu ces questions-là. Donc, je vais passer à la diapo prochaine. Les questions que je me pose, alors, c'est de la question de la relation native avec l'outil. Donc, relation native, j'entends le fait qu'on utilise aujourd'hui des outils, ça la caméra qui filme, c'est un petit ordinateur avec un œil là, c'est un ordinateur avec un flux de lumière qui sort. Le médium n'est plus la mécanique du cinéma, telle qu'on la connaît, avec un support, la pellicule, la bande magnétique, mais c'est un petit ordinateur qui calcule, qui crée des contenus et qui les stocke quelque part. Donc la question que je me pose, comment est-ce que le cinéma peut évoluer, s'adapter au médium qui lui a changé sans qu'on s'en rende compte, parce que la forme de la caméra est restée la même. Par contre, comment se constitue l'image a fondamentalement changé, totalement changé. Et les possibilités aussi. Alors est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'on va dans ces possibilités-là ou pas? Ça c'est un peu la question qu'on peut se poser. Donc la première chose, c'est comment raconter des histoires avec l'outil informatique. Et après, moi, ce qui m'intéresse, vu que l'outil informatique, c'est un outil qui permet de mettre en relation des gens, des informations, etc. Comment est-ce qu'on peut mettre en relation plus concrète, interactive, comment on peut créer une relation entre des gens, des contenus eux-mêmes, et comment est-ce qu'on peut créer du montage à partir de ces relations. Et donc après, une fois qu'on a ces connexions, la question c'est aussi comment lier ces connexions, ces informations, ces images au monde. Donc ça c'est aussi le film qu'on vient de voir, au début du film, il est amené au monde par un festival, par des critiques, par un article de journal, c'est ça le lien du film au monde. Mais aujourd'hui, il y a des multiples autres manières de connecter des images au monde. Et c'est celle-ci qu'on pourrait commencer à expérimenter. Du coup, ça étend le champ du cinéma en termes d'espace, de vécu, d'interaction. Comme je disais au début, le cinéma peut aller dans des contextes multiples et variés. Et la question, c'est quelles images vont venir et comment et pourquoi. Donc là, je fais une petite digression rapide, une petite parenthèse sur une autre présentation que je ne sais pas ce qu'on y voit. On voit plus ou moins bien. Donc c'est une présentation sur un Prezi. Je ne sais pas si vous connaissez Prezi, c'est comme un PowerPoint, mais c'est dans l'espace. Donc là aussi, peut-être en toile de fond dans mes questions, c'est à l'horizon du développement du cinéma qui a un art temporel, et à sa relation avec l'espace. L'espace, pour le moment, il est très peu utilisé. On a vu un peu tout à l'heure comment on peut capter un espace 3D, restituer une image dans un espace 3D virtuellement. Mais la question c'est, Prezi, donc on a une présentation temporelle, comme avec un PowerPoint, les slides qui se suivent, mais on a la possibilité de faire un zoom out, comme une carte, et de voir la présentation de loin, et après de zoomer sur ce qui nous intéresse. Donc d'interagir, non pas dans le temps, mais avec un espace, avec les éléments qui sont placés dans un espace. Donc là aussi c'est un déplacement que je trouve très intéressant, c'est de voir comment est-ce que les images se comportent une fois qu'elles ne sont pas mises dans une timeline, dans une ligne de temps dans laquelle on monte un film, mais dans un espace. On pourrait appeler ça une space line. Et de se dire, mais comment est-ce que les gens peuvent interagir, recevoir les images, non pas à partir du temps, mais de l'espace. Prezi, c'est une manière de le faire. Donc, j'ai appelé ça cette présentation Machine Cinéma. Donc, il y a Internet ici. Pour les gens qui s'intéressent, allez voir donc Machine Cinéma, mon nom sur Internet, vous allez tomber là-dessus. Donc je ne vais pas parler de ça, mais là-dedans, il y a un peu ces histoires avec
le changement de la machine cinéma d'une machine qui est liée à des supports, pellicules, bandes magnétiques, à une machine qui fonctionne dans un autre médium. L'informatique, on pourrait dire deux caractéristiques fondamentales, il y en a plein d'autres, mais disons ce serait celle que je proposerais là maintenant, c'est de dire il y a de la mise en relation, donc la mise en réseau d'informations, Internet, et du calcul. Donc le support n'est pas un support juste de stockage, on stocke une image sur une pellicule, mais on met en réseau des informations, on peut calculer ces informations, et on peut calculer aussi notre relation à ces informations. Donc ça, c'est quand même un changement radical, et qui est relativement nouveau quand même. C'est un changement qui a démarré avec le cinéma numérique au milieu des années 90, pardon, je suis suisse, hein, donc pour moi c'est 90. Donc ça a commencé il y a une vingtaine d'années, mais ça commence vraiment à opérer, je dirais, à partir d'il y a une dizaine d'années avec l'arrivée des smartphones. Le fait qu'on ait dans notre main notre relation à des données qui sont ailleurs, et les données viennent se visualiser à nous, mais n'existent pas dans notre main. Elles sont juste visualisées, en fait. Alors, on va passer à la suite. Donc, les hypothèses de travail que je me suis posées par rapport à cette question, c'est en fait, de se dire, bon, finalement, on a une expérience face à un résultat, un film, un objet, mais au final, aujourd'hui, on a la possibilité de valoriser non pas seulement le résultat qui est le film, mais aussi notre expérience et d'enregistrer cette expérience. Et que cette expérience, à son tour, peut devenir de nouveau un objet qu'on peut partager. Donc se dire, le chemin qu'on fait, eh bien, il peut exister sous forme d'un objet partageable. On peut tous enregistrer ce qu'on fait, avec, de nouveau, ce smartphone, qui n'est pas seulement en mode lecture, c'est le point suivant, mais aussi en mode écriture. Donc, en fait, donner en fait un droit supérieur, on va dire, supplémentaire à un utilisateur qui n'est pas seulement le droit de voir un film, d'appuyer sur le bouton play, mais aussi d'enregistrer quelque chose. D'enregistrer quelque chose par-dessus, à côté, en relation avec ce qu'on voit, avec avec quoi on interagit, en fait. Donc ce droit d'écriture, c'est fondamentalement, pour revenir à l'informatique, c'est les fondements de l'informatique. L'informatique, quand on a un ordinateur, on a la possibilité de soit de lire des fichiers, soit de lire et écrire des fichiers. Si on transpose ça à la narration, à la création, au storytelling, ça pose des questions. Donc, par rapport à ça, pour aussi revenir sur l'histoire de l'espace, de dire, aujourd'hui, un cinéaste, c'est un peu comme un architecte qui construit une maison qu'on peut habiter d'une certaine manière avec certaines fonctions. Je reviens sur la question de l'espace. La notion de l'espace, aujourd'hui, un créateur, il est plus un scénographe qu'un architecte, ou un urbaniste qu'un architecte. Il met en place une scène d'interaction dans laquelle il pose des éléments et l'utilisateur peut se mouvoir plus ou moins librement dans cet espace. Et sa responsabilité, ses choix artistiques, c'est de mettre en place cette scène d'interaction. Ça, c'est dans les possibles. Maintenant, qu'on le fasse ou pas, qu'on le prenne en considération ou pas, ça c'est un peu à nous de le faire avec les outils qui existent, pas encore vraiment, mais qui sont en train d'arriver, de faire une narration spatialisée. Et non pas seulement une narration qui est basée sur l'exécution d'une ligne de temps. Alors, on va passer peut-être rapidement par rapport au cadrage de cette présentation. Donc, moi-même, je viens du cinéma. J'ai fait des films dans les années 90. J'ai monté une boîte de production. J'ai fait aussi de la post-production. J'ai fait pas mal de techniques. Puis après, j'ai eu la chance de faire un projet de recherche au milieu des années 2000 en Suisse. Et là, j'ai développé le projet Walking the Edit, qui est un dispositif mobile. Donc, c'est une base de données géolocalisée, je vais vous montrer un peu des images après, qui permet d'interagir avec, non pas un film, un objet qui est toujours le même, un PDF si on veut, mais avec une base de données, et puis de marcher virtuellement à travers cette base de données qui est géolocalisée par-dessus un territoire réel. Donc ça, c'est le projet Walking the Edit. Et c'est à partir de ce point de vue-là, de cette expérience-là, que j'ai développé ces réflexions qui se trouvent dans cette présentation. Ouais, c'est juste, c'est ça. Donc, narration combinatoire, se dire, la narration, elle est toujours construite à partir de choses, des images, des informations. Donc, il y a des informations qui existent. On fait un tournage,
Ici, il y a des images qui sont tournées, on rentre à la maison, on met ça sur notre ordinateur, on a un fichier, ou des fichiers. Jusqu'à là, il n'y a pas de narration, il y a juste des informations. Après, l'histoire, c'est la question du montage, l'histoire se développe à partir du moment où on juxtapose des contenus d'une certaine manière. On connecte des contenus ensemble, c'est ça qui fait le montage. Kuleshov l'a démontré dans les années 20. Et donc, c'est la combinaison des images qui crée en fait l'histoire de l'expérience, des sensations. Donc, mais toute histoire, toute narration est basée sur ces contenus, mais par contre, pas toute narration combine d'une manière dynamique ces contenus. Aujourd'hui, quand on fait un documentaire, en Suisse, il y a beaucoup de films qui se tournent, c'est des documentaires, on a un rapport de tournage de 1 pour 200, 1 pour 300. Donc, on a 1 heure de film qui sort, on a 199 heures de rush qui sont sur notre disque dur qu'on n'utilise pas. C'est des informations qui sont là. Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait se dire ces informations elles sont connectées entre elles de manière à permettre à la personne d'accéder aux informations qui l'intéressent, telle interview, telle thématique, tel lieu, ou de connecter ces images, comme le bonus d'un DVD, au film lui-même en fait. Donc la narration combinatoire, telle qu'on peut la visualiser là, je ne sais pas si c'est vécu, bon ben voilà, c'est le 16-9 qui écrase le 4/3. Les bulles sont plus des bulles, et puis on n'a pas le bas. Bon, désolé. Donc, en fait, la narration, en fait, ici, elle se génère à partir d'un chemin. Et le chemin, c'est pas le chemin d'un auteur qui va enregistrer son chemin de nouveau à travers une timeline. Il prend les éléments et les place dans une timeline, et c'est ça son chemin. C'est-à-dire, les éléments restent dans l'espace, et c'est le chemin de l'utilisateur de la bulle A1 à la bulle C3, etc., contenu, donc, qui va définir l'histoire en cheminant à travers cette base de données. Donc au départ, on peut dire que c'est une expérience, et à la sortie, c'est peut-être une histoire, peut-être. C'est ça la question. On peut discuter longtemps sur qu'est-ce que c'est qu'une expérience, qu'est-ce que c'est qu'une histoire, mais dans le fond, si on essaie de schématiser qu'est-ce que c'est que ce responsive storytelling qui s'adapte au contexte, ce serait ça. Donc là, c'est une autre visualisation, c'est quelque chose que j'ai fait pour essayer d'expliciter ce qu'on fait avec la société que j'ai fondée il y a quelques années, MemoWays comme mémoire et Ways comme chemin. Donc à gauche, pardon, non, bref, à droite, côté court. Non, c'est jardin. Bref, je m'y perds. Je retourne. Bref, vous avez le caméraman qui fait des contenus. Et ces contenus ils sont envoyés donc, dans ce nuage au centre. Et ce nuage au centre, jusqu'au moment où. Enfin, au départ, il ne fait rien, ce nuage. C'est juste des contenus. Après, pour que ce nuage puisse apporter quelque chose, puisse fonctionner, il faut mettre des mots, des qualificatifs, des descriptifs, des labels, en somme. Et c'est à travers ces labels qu'on peut organiser notre base de connaissances, notre corpus, pour nous-mêmes. Une fois qu'on a fait pour nous-mêmes, si on a bien fait, après on peut exposer les mots d'une manière publique, et à travers les mots, quelqu'un qui, à travers le mot, peut être intéressé avec les concepts qu'il y a derrière ce mot, peut accéder aux images. C'est ce qui se passe là avec la personne qui marche et qui va, dans son sillon, récupérer des contenus qui vont être connectés par les mots, et derrière les mots, il y a les images. C'est un peu la mécanique. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Vous me coupez hein, si c'est trop brumeux. Mais donc, ouais, avant d'aller plus loin, je veux juste revenir par rapport à dire la narration combinatoire, on vient d'une narration connectée en fait. Au départ, un film, c'est ça. Un film de Gondrieu qu'on vient de voir, c'est ça. C'est premier plan, deuxième plan, etc. Et si on regarde un fichier vidéo, c'est comme un fichier PDF. C'est des informations dedans, et c'est l'auteur qui définit quelles informations viennent comment, sont sombres, sont clairs, etc. C'est des choix éditoriaux, des choix artistiques. Et après, ces choix, ils sont protégés dans la forme. Et le montage lui-même est protégé dans la forme qui encapsule le film. Donc ça, c'est ce qu'on connaît d'où on vient, on est dedans et on est très content avec ça aussi. Maintenant, il y a ce qui se développe de plus en plus sur Internet, c'est des narrations de type la forme élastique, bref, il y en a un certain nombre. Ça, c'est ce qu'on connaît des CD-ROM. C'est ce qu'on connaît du début d'Internet. La navigation par hyperlien, par connexion. De dire, je suis là, je peux aller à gauche, je peux aller à droite. Je peux aller en avant, etc. Je peux
j'en propose un certain nombre de choix. C'est un début d'une interactivité. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des webdocs qui se développent avec ce genre de procédé-là. Il y a donc cette formule-là, l'un et l'autre formule en arborescence. Donc on avait souvent l'habitude de représenter le web comme un arbre. Ce qui n'est plus, et qui n'a jamais vraiment été, mais disons, si on veut orchestrer en fait des contenus de manière connectée, la narration connectée, eh ben, on les organise souvent comme une sorte de silo fermé avec des possibilités qui sont fermées. Il n'y a pas toutes les possibilités de combinaison, mais seulement celles qu'on définit, elles sont écrites en dur avec les éléments. Et c'est ça qui est spécifique à la narration connectée. Donc la narration connectée, l'enjeu c'est de dire on met la priorité sur le résultat il doit être statique, il doit être figé, il doit être toujours le même, c'est ça aussi ce qui fait sa valeur, c'est un objet stable, et c'est parce qu'il est stable qu'il a de la valeur. Imaginez le film de Mandrieux qui change dans le temps, c'est inconcevable dans le modèle économique actuel du cinéma, avec les droits d'auteur, avec l'exploitation, etc. On ne pourrait pas avoir de DVD, et il y aura 10 000 versions différentes, ou une peinture qui n'est pas vernie, qui bouge sans arrêt, personne ne voudrait l'acheter d'une certaine manière. Bref, on a un problème de modèle économique là aussi, enfin par rapport à la narration combinatoire, en face à la narration connectée, qui elle propose tout ça. Aussi, les contenus sont protégés dans l'encapsulation, dans la forme, dans le container du fichier, dans le contenant, enfin dans le support du DVD, etc. Et aussi pour garantir la valeur, une limitation de son usage dans l'espace et dans le temps. Le cinéma, on est un très bon exemple de dire je vais à la séance de 16h30 et c'est là que j'ai le film et pas un autre moment. Donc c'est cette limitation d'accès qui fait de nouveau fonctionner le modèle économique qui est éprouvé, mais qui commence un peu à par-ci par-là. C'est ça un peu, je voulais aussi amener dans cette réflexion sur le futur du cinéma. C'est pas seulement le futur de l'objet, de ce qu'on pense être le cinéma, mais aussi d'un modèle économique en fait. Qu'est-ce qui fait fonctionner le cinéma? C'est aussi un modèle économique derrière. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une image assez représentative. La narration connectée à l'ordre d'Internet, c'est comme si on se dit, on filme un blog et on met ça on diffuse ça à la télévision. Si on prend la chose à l'envers. Ou de dire, imaginez votre page Facebook sous forme d'un PDF. Vous connectez le matin, Facebook c'est votre journal, et puis vous avez votre flux qui est solidifié, c'est un PDF, et vous voyez le PDF, et puis le jour d'après, vous avez un nouveau PDF, etc. Facebook ne fonctionnerait jamais. Twitter, Internet aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Ce que vous voyez n'existe pas. C'est calculé au moment où vous y allez, en fonction de votre contexte, en fonction de X critères qui vous échappent et qui échappent sans doute aussi aux gens même de Facebook. Bref, ce qu'on voit n'existe pas. Et se poser la question, mais le film qu'on voit, est-ce qu'il existe réellement? On peut imaginer ça. Bien sûr, l'image qu'on voit existe, mais par contre, l'image d'après, elle n'a pas encore été choisie. Et l'image d'après, pas encore non plus. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Même chose sur le blog. Le blog, on a le blog c'est plus simple, c'est des informations dans le temps. Mais après, on peut aussi se dire, le blog, on visualise non pas dans le temps, mais dans l'espace. On peut se dire, dans le blog, je vais juste sortir des tags. Et après, je fais une navigation transversale entre des billets d'un blog. Et je peux me dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette thématique dans le blog. Et je suis plus dans une contrainte temporelle, de lecture temporelle, le plus frais en haut et le plus vieux en bas. Et de dire, ce qui m'intéresse, c'est cette entrée-là. Cette thématique-là. Donc, ça c'est un peu la situation, de nouveau une image un peu spectaculaire, on va dire. Puis la question que je pose ici, c'est est-ce que la narration connectée, est-ce qu'elle est soluble dans le web? Le web, c'est liquide. Le web, navigue. Et c'est toute la question de est-ce qu'on prend le large avec la terre et la mer? Vous allez voir en filigrane, je vais y revenir. Donc la question aussi, c'est comment rendre la navigation fluide, navigable. Donc là, on synapses, dire, on est face à non pas un arbre, une arborescence, ou un chemin de fer, on est face à un rhizome, à quelque chose qui se connecte en fonction des besoins, après qui se déconnecte, qui se reconnecte, et chacun a son propre rhizome en fait d'expérience. Et ça vit, ça meurt, ça bouge, c'est organique. Donc, je vais revenir à la question des mots en fait. Donc, une image sans mots,
ou sans métadonnées, donc le descripteur, aujourd'hui, n'existe pas. Enfin, il existe, mais il n'est pas trouvable. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut voir un film sur Internet, ben, soit c'est quelqu'un qui nous donne le lien, puis on y accède, ou alors, si on veut le chercher, ben, on a des questions particulières, puis si ces questions nous amènent en fait à des mots qui nous aimantent d'une certaine manière la réponse à notre quête, ben on peut avoir quelque chose de précis. Si on va sur YouTube, par exemple, on met un mot, puis le résultat est souvent c'est un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est le problème de la recommandation, le fait de trouver ce qu'on cherche. Et là, la réponse des géants du web, c'est les algorithmes. C'est le big data, enfin les données elles-mêmes qui s'organisent avec des algorithmes pour nous amener ce que les gens pensent être ce qui nous intéresse. Et c'est rarement le cas. Et si c'est le cas, c'est bien mis en scène, on gobe la chose. Donc la question, c'est de notre responsabilité en tant que créateur de contenu, c'est de mettre des mots, des connecteurs aux images sur le réseau. Alors la question ici, c'est de dire, on ne fait pas ça seulement à l'échelle d'un film, mais à l'échelle du plan. Donc c'est ça pour moi, le gros changement, c'est de dire, le film de Gondry, les différents plans qu'on a vus là, on peut se dire, moi ce qui m'intéresse, c'est que les plans, on voit des gens qui crient. Il y a des enfants, mais il y a aussi les femmes. Donc se dire, ben voilà, j'aimerais me remixer le film qu'avec des cris. Et de dire, j'accède au film à la granularité du plan. Mais pas seulement pour le film, à l'intérieur de lui-même, mais sur le web. De dire, j'ai envie d'accéder à des plans de gens qui crient. Et se dire qu'aujourd'hui, c'est possible, mais ça pose des questions de nouveau de l'auteur, de qu'est-ce que l'auteur a envie de faire passer. Je reprends l'analogie avec le scénographe et l'architecte, l'urbaniste et l'architecte, de dire aujourd'hui, quand on fait un film, on peut faire sortir juste un point de l'iceberg qui est le film, mais on peut aussi sortir des étages inférieurs, qui sont des plans, qui sont intéressants, auxquels on peut donner un accès complémentaire au film. Le film, il va sortir au cinéma, mais Internet devient de plus en plus important comparé au cinéma. Donc on a envie, en tant qu'auteur, enfin moi j'ai envie, que mes questions que je me pose, les obsessions qui me travaillent, je donne un accès aux gens de manière complémentaire au film, à un accès linéaire. Le cinéma, c'est une très bonne réponse, on est assis, on voit un film, on est immergé, ça va très bien, c'est une forme adéquate. Par contre, sur le web, de dire, je regarde le film de Gondry sur mon téléphone portable, j'y crois pas. Ou même Avatar, 3 heures regarder Avatar sur son mobile, non. Par contre, d'accéder à des images complémentaires à Avatar ou à Sombre, là c'est intéressant parce que ça nous met sur le chemin du film. On peut se dire, on va aller voir le film, on s'immerge déjà en amont dans l'univers du film, ou alors à la sortie. C'est quelque chose qui entoure. Donc ça c'est la manière de visualiser la chose. Puis comment se connectent les mots? C'est quoi la logique derrière tout ça? En amont, on structure des données par des taxonomies, par un certain nombre de descripteurs avec une certaine logique. Et c'est cette logique qu'on va exposer. Mais elle ne va pas être visible en tant que telle, et c'est ça notre mécanique, et c'est à travers cette mécanique, cette logique-là, qu'on va faire des connexions entre des éléments et pas avec d'autres. Donc c'est ça notre choix d'auteur, de dire ces images de gens qui crient, ça fait sens de les exposer sous cette forme-là, ou alors j'ai que des images de montagnes qui bougent, par exemple. Et donc ça, c'est le choix des métadonnées, des descripteurs. Après, il y a ce qu'on appelle les algorithmes qui vont prendre en considération ces informations-là, des statistiques, bref, c'est un petit programme qui va aller contextualiser les images dans le contexte, dans les besoins de l'utilisateur. C'est comme ça que fonctionne le web aujourd'hui, et de plus en plus avec les robots, les bots qui arrivent dans nos messageries, il y a de plus en plus en fait ces algorithmes qui nous aident à interagir de manière fluide et rapide avec ce réseau qui est de plus en plus monstrueux. Et puis après, bien sûr, il y a l'interface utilisateur qui raconte aussi. C'est-à-dire que le film, il faut voir les images, c'est plus un film, c'est le flux, raconte non pas seulement à travers ce qui est exposé en termes de connecteurs, les mots, et pas seulement en termes de combinaison via l'algorithme, mais aussi en termes d'interface. Comment c'est présenté là? On a vu le film avec l'interface d'ordinateur, mais si on voit les images en amont du film, dans quel contexte je les mets? Comment je les présente? Avec quelle possibilité d'interaction? Et ça aussi, ça va raconter.
De nouveau, ça demande à l'auteur de ne pas seulement s'occuper de l'étalonnage, son passant, mais de dire dans quel contexte, dans quel design, dans quelle expérience utilisateur je mets mes images, en essayant d'imaginer les usages. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour le réalisateur, le cinéaste, de dire il est aussi responsable non pas du vécu, de la sensation dans la salle de cinéma de l'utilisateur, et de l'expérience utilisateur au-delà des images. Dans l'écosystème du web, dans l'écosystème des applications, dans l'écosystème de l'expérience utilisateur informatique, il faut aussi penser à ça. Alors, ça peut sembler beaucoup, c'est beaucoup, qu'il n'y a pas encore les moyens financiers actuellement pour faire ça de manière correcte, mais personnellement, je trouve qu'on est là face à quelque chose d'excitant, où en fait, on a encore, en tant qu'auteur, la possibilité d'aller plus loin que de dire, en fait, ce qu'on fait en tant qu'auteur, c'est on met à la queue leu, c'est un peu réducteur là maintenant, mais en fait, c'est ça, on met à la queue leu des images. Et là, de se dire, en tant qu'auteur, on a la responsabilité et la chance de mettre les images, non pas seulement à la queue leu, mais dans un certain contexte, dans un certain espace, avec une certaine expérience d'utilisateur. Alors après, ça peut se décliner sous forme de 3D, d'immersion, enfin bref, ça peut prendre plein de formes différentes, mais dans le fond, la problématique pour moi, actuellement, de tout ce qui est VR et les immersifs, en fait, c'est pas pour moi répondre à la vraie question. La vraie question, c'est pas seulement de se mettre dans l'image, de s'immerger avec beaucoup plus de pixels, beaucoup plus de dynamique, beaucoup plus d'images par seconde, etc. Ça, c'est vraiment la course en avant technologique, voire technocratique, ou d'ingénieur, mais de dire ce qu'il faut qu'on résolve aujourd'hui, c'est la question de quelles images vont venir à moi, comment je peux interagir avec et comment je peux aussi réécrire mon système. Je ne suis pas seulement dans un mode de lecture, mais aussi d'écriture. Alors, écriture en termes de traces, mais aussi en termes d'images produites par moi-même. Je peux répondre à grande milieu en filmant moi aussi d'écrire. Ou alors, des montagnes qui bougent. Et puis ça existe. C'est des choses qui sont possibles. Et le web fonctionne aujourd'hui comme ça. Par le fait, on lit quelque chose, on réagit par le texte, par une photo et par une vidéo. Alors, ça pose des questions au réalisateur. Est-ce qu'il ouvre, en fait, son monologue au dialogue? On est potentiellement dans un espace conversationnel et non plus dans un espace, comme je fais maintenant, je m'adresse à vous, je fais un monologue, mais de permettre aussi le dialogue connecté au monologue. Donc un peu des exemples, un peu du concret. Malheureusement c'est un PDF, donc rien qui va bouger. Ça c'est juste en fait un mock-up, donc c'est pas quelque chose qui... Enfin il y a des versions qui existaient, mais donc ça c'est l'application MemoBook du projet Working Edit. Donc ça c'est pour donner un exemple très concret. Donc imaginez-vous marcher à travers les rues de Cannes avec une application mobile. Cette application mobile vous géolocalise et enregistre votre parcours. Et chemin faisant, en fait, l'application, enfin les capteurs de votre téléphone peuvent modéliser votre comportement. Votre comportement c'est une forme. Vitesse, angle, vous allez vite, vous avez des marches chaotiques, vous avez des marches certaines, ça on peut qualifier le comportement, donc c'est une qualification physiologique. On ne sait pas ce qui se passe dans votre tête, jamais on le saura, mais par contre on peut savoir votre comportement. Et le comportement c'est une forme. Et quand on regarde un film de loin, ben, c'est aussi une forme. Vous avez un rythme de montage, vous avez des arcs, etc. Vous avez une direction, etc. Donc l'idée c'est de transposer la forme du parcours en temps réel sur la forme d'un film. Vous marchez vite, vous avez des plans courts. Vous marchez lentement, vous avez des plans longs, etc. En temps réel. Donc vous êtes partie prenante non pas des contenus, mais de quelles images vont venir à vous, à quel moment vous êtes le monteur du film, le marcheur monteur du film. Ou un peu la souris à l'échelle du territoire avec une granularité qui n'est pas au pixel et à la milliseconde, mais à l'échelle du GPS, c'est-à-dire avec un taux d'erreur de 5 à 20 mètres. En plus. Donc, vous êtes dans une expérience qui est là pour le coup immersive, vous entendez votre film, et vous pouvez visualiser sur ces 4 écrans, vous voyez donc 4 choses. Vous voyez votre chemin, votre localisation, vous voyez les contenus qui sont autour de vous, vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais me déplacer un peu sur la gauche sur les bulles jaunes, les bulles jaunes étant la thématique du social, par exemple. Donc je vais aller dans ce quartier-là, il y a la thématique du social, je vais aller me balader par là-bas. En fait, l'idée, c'est d'influencer notre relation avec le monde réel avec les images qui sont parmi nous. Mais les images qui viennent à nous en fonction de notre comportement.
Et on est avec la possibilité de voir, vous voyez peut-être pas très bien, il y a des bulles vertes, hein, c'est celles qu'on a reçues. Et puis dans le futur, vous avez une sorte de cône qui s'ouvre avec ce que vous pouvez avoir en fonction de votre comportement. Donc le futur est un possible et le passé, il est infini. Donc ça c'est un peu une métaphore de... Bon, c'est un peu la vie, mais il n'y a pas la partie interprétative derrière, mais on a un choix, un montage qui est fait en fonction de notre comportement. Alors, un autre projet, alors qui n'a pas existé sous cette forme-là, mais qui existe sous une autre forme, je vais vous montrer une vidéo après. C'est un projet sur une fiction, c'est un film suisse sur des ex-détenus de Guantanamo qui arrivent en Suisse, et puis il leur arrive, c'est un film politique, on va dire. C'est un film de fiction. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté des histoires réelles, des histoires documentaires, aux enjeux du film de fiction. Donc, se dire, des détenus, là, vous voyez en fait des extraits documentaires de gens qui témoignent, qui sont des rescapés, enfin, qui sont sortis de la prison, et qui parlent. Donc, on peut se dire, pendant le film, on ne voit pas très bien, mais des tags, il y a la tête de lecture qui va de la classique de la gauche vers la droite, et derrière la tête de lecture, comme la queue d'une comète, vous avez des tags. Les tags changent en fonction de ce qui se passe dans le film. Donc là, il est question d'enjeux politiques. Donc là, on clique sur politique suisse, par exemple, et on a dans le train de bulles qui vient vers la droite, qui va vers la gauche, qui va rencontrer la tête de lecture du film, une sorte de locomotive qui va tirer des bulles du champ documentaire, du corpus documentaire, en fonction de ce qui nous intéresse. Donc on se crée une playlist sans sortir du film, on voit le film, mais on se crée comme des bookmarks, des choses qui nous intéressent, et on les met à la queue leu en temps réel. Et cette playlist, on va pouvoir la remixer, l'éditer, la partager après. Donc se dire, en fait, on fait son montage, comme tout à l'heure en marchant, ben là, on fait son montage en cliquant des choses qui nous intéressent pendant qu'on voit quelque chose de linéaire, un film, et à la sortie du film, on voit notre trace documentaire, on peut se dire, tiens, ces interviews m'intéressent, j'aimerais en voir plus, je vais les sélectionner, de manière très simple, et après je peux les réorganiser et partager la playlist, qui est comme un montage, qui est une playlist en fait, et qu'on peut partager la playlist, et cette playlist existe sous forme d'une nouvelle histoire. Donc se dire aujourd'hui, le devenir pour moi du cinéma, c'est-à-dire il y a des têtes de pont, des pointes d'iceberg, des comètes, qui emmènent dans leur sillage des usages, des images, des questions et réponses. Mais la question, c'est comment de connecter cette queue de comète à la comète principale sur le web. Et le web peut faire ça, parce que le web est en lecture, écriture, dans la salle de cinéma. On le fait, on sort de la salle de cinéma, on discute, on a la queue de comète qui se passe dehors, mais elle n'est pas inscrite. Elle est dans notre tête, dans notre vécu, et après on passe plus loin. Mais on ne peut pas partager ça de manière tangible. Alors, bon, je vais peut-être montrer ça à la fin parce que je vais sortir de la présentation, mais je vais vous montrer en fait une adaptation concrète qui existe sur le web du player Comet. C'est quelle heure là je vais jusqu'à la demi, ça va? Encore 7 minutes? Donc l'idée c'est pourquoi on pourrait faire ça? Pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire en faisant de la narration combinatoire ou du responsive storytelling, c'est-à-dire aujourd'hui les contenus, la vidéo se dématérialise, on n'a plus de support, comme je disais au début, on n'est plus tributaire d'un support. Donc profitons du fait de ne pas être tributaire d'un support. On peut tout à fait jouer comme le fait le film, la pellicule passe dans un projecteur, qu'elle est là, ou alors on peut se dire, elle est visualisée là, mais elle vient d'ailleurs, profitons de ça pour se dire, on voit, la combinaison de ce qu'on voit n'existe pas. Après, lié à ça, c'est le fait que c'est ubiquitaire, et puis que le flux vidéo est potentiellement bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on peut aussi renvoyer des vidéos dans le système. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire de la narration combinatoire? Donc il faut penser à la base, il faut penser base de données. Donc il ne faut pas penser objet, PDF, mais quand on fait un PDF, vous faites un texte, un Word, vous avez des images à gauche, vous avez des images à droite. Ce que vous exposez au monde, ce n'est pas votre PDF, mais c'est votre corpus. Mais un corpus qualifié. Vous exposez votre base de données, c'est cette base de données-là que vous donnez accès. Je vais juste employer un terme technique du web, mais qui est pour moi extrêmement important, et pour moi c'est ça
la promesse en fait d'un possible futur du cinéma, ou d'une connexion du cinéma lui-même au monde, pour éviter qu'il soit mis de côté comme un objet juste dans une salle de cinéma, c'est des API. API, c'est des connecteurs de bases de données vers un site web, une application mobile. Et pour moi, aujourd'hui, les API, c'est du montage. En fait, en tant qu'auteur, on peut monter un espace d'interaction, une scène, sur des API. Et c'est ce montage-là qui va faire des choix esthétiques, des choix... Enfin, on doit procéder à une mise en scène, bien sûr, pour avoir un résultat esthétique, etc. Mais aujourd'hui, on fait du montage non pas dans une timeline en connectant des images, mais on fait des choix en se connectant à une base de données, et là, en permettant des possibles, des usages. Et c'est ça, aujourd'hui, la manœuvre d'édition, de montage qu'on peut faire, que les monteurs peuvent faire, sauf que nos outils de montage ne sont pas du tout faits pour ça. Final Cut, Premiere, etc. On a toujours une base de données locale, on est un cow-boy solitaire sur notre ordinateur, et puis on a les images de notre machine, et après on sort le fichier. Alors que l'idée là, c'est de dire on se connecte sur une base de données qualifiée, et c'est cette connexion-là qui fait sens. On va choper de ces bases de données seulement certaines images, et on va les réorganiser, les réagréger, les reconnecter. C'est ça qui fait la manœuvre d'édition. Donc du coup, aussi penser découplage des contenus de la mise en forme, donc de dire la présentation, pensez à Avatar sur notre smartphone, si ça affiche comme si vous étiez au cinéma en 4D, enfin non pas 3D, 4K, machin, sur votre smartphone, ça n'a pas sens. Donc il faut penser découplage du contenu de sa présentation. De nouveau, il faut que ce soit responsive, sinon dans le monde d'aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner. Ou chausse-pied. Et puis après, bien sûr, penser algorithme, donc là aussi c'est une écriture, c'est un montage de liens de causalité, de logique. Donc là aussi c'est de l'édition. Et bien sûr, il faut penser à l'intégration du spectateur par rapport à des usages. Qu'est-ce qu'on veut proposer à l'utilisateur comme expérience? Il faut intégrer l'utilisateur, et là aussi, cet utilisateur, le spectateur qui devient utilisateur. Et c'est là aussi de dire quel est son rôle, qu'est-ce qu'on lui donne, qu'est-ce qu'on lui propose, qu'est-ce qu'on lui permet. Et ça aussi, c'est des questions qui vont bien plus loin que celles qu'on a l'habitude d'aborder quand on fait un film. On pense public cible, on pense marché avec certaines régions, certains acheteurs, des chaînes de télévision, etc. Mais là, on a la possibilité de penser non pas de 1 à beaucoup, mais de 1 à 1. Donc de une personne à une personne, et quel est le type d'usage qu'on veut proposer à un utilisateur qui n'est pas forcément celui auquel on pense, du public cible. Ça peut être une personne qui peut totalement devenir active parce que le thème touche cette personne. Mais ce n'est pas mon public cible. Mais cette personne-là est touchée par ma thématique. Donc c'est ça qu'il faut permettre. Donc ça, j'ai un petit schéma du workflow de la narration combinatoire, de dire il y a des contenus, il y a l'éditorialisation des contenus, jusqu'à là il n'y a pas de mise en forme, c'est juste on met des couleurs, on indexe les contenus, donc on les qualifie. Derrière, on sort une playlist. Cette playlist, elle est individualisée. Chaque personne peut avoir sa propre playlist. Et puis derrière, notre responsabilité, c'est aussi de dire, l'équipe éditoriale est au niveau de l'indexation des contenus, du montage si on veut, mais aussi après la gestion des usages. Donc c'est qu'à partir du moment où il y a une gestion des usages, il y a une vie du projet, que le projet prend forme, existe et prend de la valeur. Sans vie du projet, c'est mort. C'est tout à fait l'inverse du cinéma. Si l'objet vit, il est mort. Tandis que là, si le projet ne vit pas, il est mort. Donc l'architecture de la narration combinatoire, on peut la présenter comme ça, de dire il y a la base de données, donc le fond, est découplé de la mise en forme à travers des fonctions. Donc les fonctions, c'est les API services web, c'est des fonctions, des algorithmes, etc. Et en tant que créateur, on doit concevoir les trois choses. Donc on est partie prenante, on est responsable des contenus et de l'indexation, on est responsable des fonctions et on est responsable de la présentation. Sachant que pour le cinéma, c'est très simple, on n'a rien autour de l'image. Mais pour toutes les autres présentations, il faut se dire ce qu'il y a autour de l'image est extrêmement important. Bon, petite image pour changer d'esthétique, voilà, de dire d'un côté on creuse des sillons, on est un peuple, on est terrestre, on laisse des traces, des sillons, on possède la terre, on laisse des traces, on peut planter après des patates, ce qu'on veut,
pour faire fructifier sa possession, et puis de l'autre côté, il y en a un qui essaie de s'envoler, puis qui se noie, parce qu'il n'est pas dans son élément. Et puis la question, c'est de savoir, bon, il y en a d'autres qui naviguent, qui sont un peu plus sages. Aujourd'hui, on peut naviguer, on peut prendre le bateau, et se dire, on a la possibilité de dire, aujourd'hui, on n'est plus sur Terre, mais on est sur mer. Comment est-ce qu'on raconte des histoires sur mer? Sur du liquide? Pas quelque chose qui existe. Pas non plus avec des glaçons, mais avec du liquide, voire même du vaporeux. Petites images complémentaires pour appuyer ça. D'un côté, la narration connectée, c'est un labyrinthe préécrit. Donc, tous les chemins ont été préécrits, qu'il n'y en a qu'un seul ou X, c'est préécrit, c'est un labyrinthe. Et puis, la narration connectée, c'est potentiellement un QR code, donc une URL, qui pointe sur quelque chose de liquide. C'est une entrée, c'est une porte, et derrière, ce qui va nous arriver n'existe pas. Existe à partir du moment où on l'expérimente. Donc ça, c'est un peu un face-à-face de deux formules. Une autre manière de faire, c'est de dire, la narration connectée, on est encore dans un écosystème, on pourrait dire moyenâgeux. Il y a des gatekeepers, des ayants droit, qui nous disent, tu payes, tu rentres, tu payes pas, tu rentres pas. Bon, après, il y a des échelles, on peut passer par-dessus les murs, puis après, bref, piratage, tout ça on connaît bien. Mais on est les industries culturelles sont encore dans un état moyenâgeux par rapport à la ville moderne qui, elle, avec les canons, voilà, s'est libérée des murailles, et puis voilà, on est plus proche des situationnistes que un schéma moyenâgeux. Mais dans les industries culturelles, la manière de créer des contenus, on est encore dans un château fort. On a plein de châteaux forts qui sont autour de nous, et puis, du coup, on doit aller d'un château fort à un autre. C'est chouette, hein, visiter un château fort, c'est bien, mais disons, c'est pas à l'horizon. Enfin, on vit pas les possibles de ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui. Voilà, une autre image. Alors bon, c'est fini. Il y a encore deux, trois choses derrière, mais je crois que je vais arrêter là. Comme ça, on peut peut-être laisser ça pour la discussion tout à l'heure, mais je vais m'arrêter là. Comme ça, on peut continuer la discussion après.